Il y a 15 jours, vous vous en souvenez, nous sommes tous retournés à l'école, guidés par un enseignant hors pair, en la personne de François-Xavier Clément, qui a décortiqué, en effet, pour nous, les rapports entre éducation et liberté. Il l'a fait avec réalisme, mais aussi avec espérance, en distinguant notamment les dimensions et en nous invitant fortement à rendre à ce qui est important sa juste place pour que l'essentiel retrouve toute sa dimension dans nos missions d'éducateurs. C'est d'abord la question de la liberté éducative qui a retenu son attention, et notamment son articulation avec la vision de certains, Payon pour ne pas le citer, qu'il faut arracher les enfants au déterminisme, singulièrement au déterminisme que constituent les familles. En regard, François-Xavier Clément a voulu resituer pour nous le rôle des parents, qu'il qualifiait de principaux éducateurs, c'est-à-dire ceux qui se trouvent au principe. Il a souligné en particulier l'importance de la cohérence des différents cercles relationnels de l'enfant, en appuyant cela d'un dessin, on s'en souvient, et de la subsidiarité, c'est-à-dire le souci de confier les responsabilités au niveau le plus adapté. Il a rappelé en particulier que l'Église, au sens institutionnel, n'a quasiment jamais créé d'école. Celles-ci ont toujours été, au contraire, ou quasiment toujours, le fruit d'interactions locales. L'occasion aussi pour lui de souligner que la mission éducative n'est pas une mission de l'État, mais que celui-ci, l'État, doit seulement veiller à ce qu'elle soit prodiguée. Mais aussi que les contenus de l'enseignement, si on y réfléchit, ne devraient jamais faire l'objet de programmes, puisque, selon lui, ce dont il est question, c'est au fond d'enseigner la vérité, et non de se définir précisément un programme. Deuxième dimension, l'éducation à la liberté. La démocratisation du baccalauréat montre combien l'objectif affiché de l'éducation est de faire de bons citoyens, quand il devrait être, justement, la liberté, l'apprentissage des choix. C'était aussi l'occasion de nous exhorter comme éducateurs à ne pas confondre, je l'ai un peu dit tout à l'heure, des objectifs dont l'importance est réelle, réussir sa scolarité, avec d'autres qui touchent vraiment à l'essentiel, la foi, la générosité de nos enfants. L'occasion, enfin, de souligner l'importance de la structuration de la pensée, de cet art également peut-être un peu oublié, de la conversation en famille. Importance aussi de la mémoire, de la lecture. Enfin, ce sont les défis de l'éducation intégrale qui ont occupé son propos. Cette idée, nous disait-il, est dérivée de cet humanisme intégral qu'avait proposé en son temps Maritain et qui vise au fond à remettre les choses dans l'ordre, en ayant en vue la finalité réelle de nos âmes. Cette finalité, c'est bien sûr le salut. Une éducation qui commence par rappeler que le principe de la croissance est dans l'enfant lui-même et qui met en lumière l'importance de la parole éducative, mais surtout des gestes de l'éducateur et plus encore, disait-il, de l'être de ces éducateurs. Ces propos nous auront sans doute confortés dans la nécessité d'aider nos enfants à construire leur liberté, cette liberté qui est le thème de notre année. Et cela passe, bien sûr, par tout ce qui nourrit leur culture, leur imaginaire, leur lecture, tout comme les nôtres, évidemment. Et donc, en particulier, les médias. Et c'est ce dont nous allons parler ce soir. Et pour cela, nous avons la joie de recevoir Benoît Dumoulin,
qui vient évoquer pour nous, justement, la liberté et les médias. Benoît Dumoulin est directeur d'Ictus, journaliste, essayiste et enseignant en droit constitutionnel et sciences politiques. Il me semble que, comme la dernière fois, deux questions, au moins, peut-être beaucoup d'autres, se posent. La liberté qu'ont ou que n'ont pas les médias. Un célèbre quotidien national pose en exergue de tous ses numéros la fameuse citation « Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur ». Au premier niveau, l'actualité récente, dont on parle beaucoup dans les médias, a été marquée par une certaine concentration des médias, notamment français, entre quelques mains, et en conduit, entre autres choses, à une commission parlementaire dont on a eu à entendre parler. Cette concentration peut en effet interroger sur la liberté de ton qui est possible ou pas, justement, dans certains médias. Cependant, et peut-être plus profondément, on peut s'interroger sur la vision du monde sous-jacente, construite aussi à l'école, comme le suggérait la dernière conférence, et dont on sait qu'elle peut être parfois quelque peu homogène dans le monde des médias, exception faite des plus incorrects d'entre eux, évidemment. Précisément, cette dernière remarque invite à interroger en retour le rôle des médias dans la construction de notre propre liberté, de notre propre vision du monde. Car comment s'imaginer libre si notre compréhension de l'état du monde, des forces à l'œuvre, au fond du combat du bien et du mal, est totalement biaisée? On le sait, en France en tout cas, l'histoire des médias au XIXe siècle a été fortement marquée par l'action des chrétiens. Je crois notamment la congrégation de l'Assomption. Dès lors, même si la question recouvre d'autres enjeux sans doute, à la façon dont un historien de la philosophie comme Étienne Gilson se demandait s'il peut, s'il doit, exister une philosophie chrétienne, peut-on se poser peut-être cette question ? Doit-il, peut-il, existe-t-il une vision médiatique chrétienne, une vision chrétienne du monde, une manière chrétienne de pratiquer cet exercice? Et en quoi consisterait-elle? Une vision irénique, éludant les mauvaises nouvelles et chantant une sorte de résurrection désincarnée? Ou bien dans une sorte peut-être de retour d'un jansénisme à pointer les mauvaises nouvelles comme autant de punitions divines, autant de démonstrations d'une quelconque dégénérescence de l'espèce humaine? Voilà, Monsieur Dumoulin, merci de nous éclairer sur ces dimensions importantes, encore une fois, dans la construction de notre liberté. Merci beaucoup. Donc je suis très heureux de vous entretenir ce soir de la liberté des médias. En effet, vous l'avez dit, sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. C'est la devise qui figure au frontispice d'un grand quotidien national. Et il est vrai que aujourd'hui, on peut dire que tout le monde se revendique de la liberté d'expression. Tout le monde, en tout cas, prétend incarner dans la société une liberté qui est conçue elle-même comme un peu l'identité de l'Occident. En gros, nous dit-on, l'Occident s'est battu pour la liberté contre les régimes totalitaires. Il en est ressorti vainqueur en 1945 contre l'Allemagne nazie, en 1991 contre l'Empire soviétique, et donc il incarne le monde libre. C'est même le nom qu'il s'est donné lui-même. Et donc, vous comprenez que la liberté d'expression est au cœur de l'identité occidentale, puisqu'elle entretient un lien avec la démocratie. Pas de démocratie sans liberté d'expression, pas de démocratie sans possibilité de débat public, puisque cela signifie l'existence de partis politiques qui peuvent librement s'exprimer dans un régime où on ne peut pas s'exprimer librement. Voilà, il faut rapprocher, je crois. Est-ce que là, vous m'entendez mieux? Voilà. Alors, je disais donc que la liberté d'expression, c'est vraiment une notion qui est au cœur de l'identité occidentale. Quand on parle de liberté d'expression, effectivement, on fait souvent le lien avec la démocratie en disant
qu'il n'y a pas d'authentique démocratie sans une liberté d'expression. C'est évident que comment pouvez-vous aller voter pour des candidats si eux-mêmes et les personnes qui se revendiquent d'elles et leurs militants n'ont pas la possibilité de librement s'exprimer. Vous voyez, on conçoit très bien qu'il y a que dans une autocratie ou un régime totalitaire, il n'y a pas forcément besoin de liberté d'expression. En démocratie, il y a besoin de liberté d'expression si on veut que la démocratie fonctionne bien. Bon, première chose. Et donc c'est vrai que l'Occident se targue d'être le monde libre, et il s'est construit sur ce principe de la liberté d'expression. C'est même lui, l'Occident, qui en 1948 a fait adopter la Déclaration universelle des droits de l'homme, celle dans laquelle l'article 19 précise que tout individu a le droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Donc on conçoit que c'est quelque chose qui est porté vraiment par l'Occident. Dans le cas de la France, effectivement, on nous dit souvent que... on nous rappelle l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui précise que la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout homme, tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Voilà. Et cette loi, en l'occurrence, elle est venue bien après. Vous savez que c'est la loi de 1881 qui est encore en vigueur. C'est une loi sur la liberté de la presse qui pose le principe de l'autorisation, c'est-à-dire que tout le monde peut créer un journal, s'exprimer librement, sans déclaration, ni sans autorisation préalable. Vous n'êtes plus obligé de demander au préfet de l'autorisation pour faire paraître un journal, comme c'était le cas sous le Second Empire. Mais depuis 1880, vous pouvez librement faire paraître un journal, mais en revanche, si vous commettez ce qu'on appelle un délit de presse, eh bien, vous pouvez en répondre devant les tribunaux, par exemple pour tout ce qui est diffamation, outrage, insulte et puis provocation. Et la liste de ces délits de presse, c'est au fil du temps, entre 1880 et nos jours, c'est considérablement élargi avec, et j'y reviendrai, une notion extensive de certains délits. Par exemple, l'incitation à la haine raciale, eh bien, ça prend des proportions qui peut, avec l'interprétation du juge, aller très très loin. Toujours est-il que la liberté d'expression, vous voyez, c'est une valeur qui, en France, est considérée comme une valeur cardinale, une valeur pivot. Vous savez, on cite souvent une phrase qu'on attribue à tort à Voltaire et qui dit « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. » Bon, Voltaire ne l'a jamais dit. Et puis, c'était pas non plus un champion de la liberté d'expression, si vous voulez, on pourra y revenir. Le 11 janvier 2015, c'est-à-dire 4 jours après la terrible tuerie de Charlie Hebdo, vous aviez 4 millions de Français qui étaient descendus dans la rue au cri de « Nous sommes tous Charlie et nous vaincrons par nos bougies et nos crayons l'islamisme ». Ce qui veut dire en fait que, vous voyez, que la liberté d'expression, c'est quelque chose qui est considéré comme vraiment emblématique de l'Occident et encore plus de la France. Et pourtant, moi, je vais vous montrer, dans un premier temps, qu'il y a un très grand recul de la liberté d'expression. Donc, ce sera ma première partie où je vais vraiment vous montrer que les temps sont graves et qu'il y a un paradoxe. C'est que les mêmes qui se revendiquent de l'esprit Charlie sont les premiers à prêcher la censure, quelquefois au nom même de l'esprit Charlie, ce qui est un grand paradoxe. Mais c'est un fait. Et deuxièmement, on essaiera de s'interroger un peu plus en profondeur et de savoir, sur le plan des principes, finalement, qu'est-ce que ça veut dire être Charlie? Et faut-il être Charlie? Faut-il revendiquer une liberté d'expression intégrale? En gros, et là c'est limite une question qu'on pourrait poser aux élèves du baccalauréat en philo, peut-on tout dire à tout moment?
et à n'importe qui. Vous voyez ? Peut-on tout dire à n'importe quel moment et à n'importe qui, en n'importe quelle circonstance? Peut-on rire de tout aussi, vous voyez? Et donc, ça, c'est une question que j'aimerais aborder parce que, en fait, c'est le nœud du problème. Derrière tout ce qu'on pourra aborder, il y a en fait cette notion de liberté d'expression qui, je vous dis, dans les faits, recule de plus en plus, mais en droit, en tout cas en théorie, et se conçoit comme une liberté absolue. Et on verra les conséquences que ça entraînera. Et puis, en troisième partie, j'aimerais brièvement revenir sur ce qui a été évoqué, c'est-à-dire en gros s'interroger sur le paysage médiatique actuel, essayer de voir aujourd'hui ce qu'il est possible de faire, pourquoi il est important d'être investi dans le monde médiatique, et puis quelle liberté on dispose. Et si certains tiennent des rouages ou des ficelles, eh bien, qui sont-ils? Et faire un petit état des lieux. Donc d'abord, premièrement, si vous voulez, une liberté d'expression qui est proclamée, mais qui est en danger. Et donc, je vais vous parler du retour de la censure. Et alors, là, vous voyez, c'est très intéressant, parce qu'il ne s'en cache même pas. Il y a toute une série de faits qui sont, à mon avis, très très graves, et qui atteignent à la fois le monde des médias et le monde universitaire, c'est-à-dire le monde qui produit l'opinion publique. En fait, il ne s'agit pas de censure à proprement parler, mais d'actes de pression et d'intimidation qui se font jour de plus en plus à l'université. Alors, là, le principe est bien simple, c'est-à-dire que vous êtes, imaginez, un président d'université, vous recevez la demande d'un syndicat d'étudiants pour organiser une conférence. Vous prêtez votre salle, vous regardez juste que la personne qui est invitée, que ce ne soit pas un repris de justice ou quelqu'un qui ait dit des propos qui soient en tout cas des propos qui soient contraires aux bonnes mœurs et à l'ordre public, disons, et puis vous prêtez votre salle, et là, à ce moment-là, l'intervenant en question, à partir du moment où sa venue est annoncée, eh bien, il apprend en fait que d'autres étudiants ont envoyé sur les réseaux sociaux des menaces de mort, des lettres d'insultes, et on fait savoir au président de l'université que s'il invitait telle ou telle personne, eh bien, il serait considéré comme un affreux réactionnaire et un homme qui a des idées nauséabondes, et qu'il ne pouvait pas, en tant que président d'université, se faire le complice de telle ou telle personne. Et là, à ce moment-là, le président de l'université prend peur, il dit bah non, moi je veux quand même pas, je tiens à mon image, et du coup, il invoque des circonstances qui sont en général liées à l'ordre public en disant bah, je ne peux pas assurer la bonne tenue de ce débat, et donc je suis malheureusement conduit à devoir annuler cette conférence. Voilà, ça c'est quelque chose d'assez classique. Alors j'ai plusieurs exemples, dont un qui est très actuel. Alors le premier, comme on est à Toulouse, je vous ai pris un exemple toulousain qui moi m'a frappé, c'était il y a 4 ans, en 2018, un professeur de philosophie du Mirail qui s'appelle Philippe Soual, qui est professeur de philosophie, spécialiste de la pensée de Hegel, et il était chargé de préparer le cours à l'agrégation de philosophie, dont le programme portait précisément sur Hegel. Donc c'est pour ça qu'on lui avait demandé cette année-là de préparer donc le programme d'agrég. Et il se trouve que ce professeur, quelques années auparavant, avait accepté de donner une conférence qui portait sur l'anthropologie et le transhumanisme à l'université d'été de la Manif pour tous. Je dis bien à l'université d'été. Il n'était pas avec une banderole dans une manifestation, il était en tant qu'universitaire dans une université d'été, donc organisée par la Manif pour tous, et il avait parlé de l'anthropologie et du transhumanisme en tant qu'universitaire. Et cette vidéo avait fuité sur les réseaux sociaux, et en la prenant, il y a des élèves qui placardent
dans les locaux de l'université des petites affichettes diffamatoires lui reprochant sa participation à cette université. Et puis il y a un syndicat étudiant qui visiblement aime beaucoup la liberté d'expression et qui publie cette affichette sur les réseaux sociaux en disant hors de question que ce prof mette les pieds à l'université du Mirail, enfin aujourd'hui l'université Jean Jaurès. Et face à ces menaces et par risque de trouble à l'ordre public, on devrait dire par démission et lâcheté, l'université retire le cours de préparation à l'agrégation à M. Soal en disant en fait, on n'est plus en mesure d'assurer la sécurité de ce professeur quand il ira donner ses cours. En fait, ce qui lui est reproché en creux, mais ce qui n'est pas dit officiellement, c'est pas tellement le contenu de ses propos, qui étaient des propos qui avaient un contenu universitaire, mais c'est le simple fait d'avoir parlé dans le cadre de l'université d'été de la Manif pour tous. Donc ça s'appelle un délit d'opinion. Première affaire. Deuxième affaire, un an plus tard, Sylviane Agacinski. Sylviane Agacinski, à la maison, Madame Jospin, qui est connue qui est philosophe, qui est connue pour des travaux intellectuels sur le corps, sur l'altérité sexuelle, sur la génération. Elle est invitée à participer en 2019 à une conférence organisée par l'Université de Bordeaux-Montaigne sur l'être humain à l'époque de sa reproductibilité technique. Donc, l'idée, en tant que spécialiste de tous ces sujets-là, elle est amenée à s'interroger sur le poids de la technique sur la reproduction, dans tout ce qui est PMA, etc. Il se trouve que cette philosophe a publié plusieurs ouvrages qui dénoncent, assez courageusement d'ailleurs, la marchandisation du corps humain, et elle se déclare farouchement opposée à la GPA. Et alors vous avez plusieurs associations étudiantes LGBT qui invitent l'université, je cite, à prendre ses responsabilités et qui demandent l'annulation pure et simple de la conférence en raison de l'homophobie et la transphobie supposée de la conférencière qui tiendrait, je cite, des discours dignes de la Manif pour tous. Je crois que dans leur esprit, on ne peut pas faire pire. Et donc, dans ces circonstances, l'université, toujours très courageuse, estime ne plus pouvoir assurer pleinement la sécurité des biens et des personnes, ni, je cite, les conditions d'un débat vif et respectueux, et donc annule purement et simplement la conférence. Deuxième affaire. Je comptais m'arrêter là, mais en fait, en préparant cette conférence, eh bien, le 20 novembre, c'est-à-dire, en fait, avant-hier, il devait se tenir à la mairie de Paris-Centre. Alors, pour ceux qui connaissent, il y a eu un regroupement de communes, donc ça regroupe les anciens 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements. Et il y avait un colloque qui était organisé sur la fabrique de l'enfant transgenre, donc à la mairie de l'ex-3e arrondissement. Et il y avait une femme, Caroline Eliachev, qui est pédopsychiatre, et une autre femme, psychanalyste, Céline Masson, qui devait évoquer la situation de ces enfants qui connaissent une dysphorie de genre, c'est-à-dire qui ne se sentent pas bien dans leur identité sexuelle et qui, à l'adolescence, veulent changer de genre. Et donc, en général, ils vont consulter un médecin. Et ce qu'il faut savoir, et ce qui a attiré l'attention de Caroline Eliachev et de Céline Masson, c'est que aujourd'hui, quand un enfant à l'adolescence, quand il ne se sent pas très bien dans son identité et qu'il va voir un médecin et qui dit j'aimerais, je ne sais pas, peut-être que finalement, au fond de moi, je suis une fille, mais je ne le sais pas, ou l'inverse, eh bien, très vite, les médecins donnent des traitements médicamenteux qui sont soit des bloqueurs de puberté ou des hormones antagonistes à un adolescent, et ça peut avoir des effets quelquefois irréversibles. Et puis c'est des traitements à vie. Donc vous voyez, c'est quelque chose. Je rentre même pas dans le sujet même ça c'est un tout autre sujet, du transsexualisme. Je parle vraiment du médecin qui est confronté donc à un adolescent qui vient le voir. Aujourd'hui, assez rapidement, le médecin dit bon très bien, un traitement. Et alors en plus on a affaire à un mineur. Et il faut savoir que ces deux personnes, donc Caroline Eliachev et Céline Masson,
ne sont même pas des gens qui militent contre ces changements de sexe. Elles disent simplement, attention, il faudrait peut-être pas prendre des décisions comme ça, trop rapides, faut pas décider à la légère, parce que c'est des traitements qui ont des effets secondaires, ça, c'est quand même pas rien, et puis est-ce qu'on peut pas, normalement, un médecin, il doit aussi reformuler le ressenti de l'adolescent, et essayer de se dire, bon, bah, derrière cette demande de mal-être, qu'y a-t-il? Voilà, c'est comme quand, si vous voyez une jeune fille anorexique qui vous dit qu'elle se trouve grosse alors qu'elle pèse 35 kilos, vous n'allez pas lui dire, bah, très bien, allez faire une liposuction. Non, vous essayez de voir ce qui, chez la personne, engendre un tel malaise, et puis essayer de reformuler. Bon, et bien là, cette pédopsychiatre et cette psychanalyste s'en tiennent simplement à ce discours en disant, mais est-ce qu'on ne peut pas essayer pour les enfants de réfléchir un petit peu et de ne pas mettre en œuvre des traitements qui sont irréversibles, mais d'écouter le mal-être, de comprendre l'origine. Et elles ont publié un ouvrage en ce sens, au titre duquel d'ailleurs elles étaient invitées à ce colloque. Et bien donc les associations LGBT ont fait pression, la mairie du 3e arrondissement a reçu un nombre important de menaces, d'intimidations, et le colloque a été purement et simplement annulé alors là on est dans des sommets, la mairie du 3e dit en raison des positions controversées des deux intervenantes. Donc, et bien sûr, la mairie rappelle ensuite qu'elle est engagée contre toutes les discriminations et contre la transphobie. Voilà. Parce qu'elle ne veut surtout pas qu'on se dise « Ah ben non, moi quand même, mairie de Paris-Centre, si en plus on m'accuse d'être pour la transphobie, alors dans ce cas-là, je perds tout mon honneur. » Et donc, vous voyez, c'est très intéressant. Pourquoi je vous raconte ces histoires? Parce que je crois qu'on tient quand même à travers ces exemples, une part de ce que peut être le politiquement correct aujourd'hui, et donc la censure qui s'accélère. Eh bien, c'est simple. Quand on veut que quelqu'un ne parle pas, parce que sa parole dérange, quel que soit, et là, les trois cas que je vous ai cités, c'est dans deux cas, ce sont des universitaires. Donc je dis, ce ne sont pas des crânes rasés très énervés. Hein. Je parle d'universitaires dans les deux cas qui tiennent des propos universitaires. Et puis dans d'autres cas, deux pédopsychiatres et psychanalystes spécialistes du monde de l'enfance. Bon. Et quand on ne veut pas que des personnes s'expriment, on commence par d'abord délégitimer leurs propos. Donc là, par exemple, la mairie du 3e arrondissement, ils ont des positions controversées. Mais controversées pour qui? Controversées pour la mairie du 3e arrondissement. Voilà. Et c'est une technique très intéressante. Par exemple, quand vous voulez délégitimer quelqu'un, au lieu de dire que c'est un intellectuel, vous dites que c'est un polémiste. Voilà, parce que du coup, il a un propos qui est déjà agressif. Et puis, une autre manière de le délégitimer, c'est de le mettre en dehors du cercle de la raison. Et donc, vous dites qu'il tient des propositions transphobes, homophobes, islamophobes. Vous savez, ici à Toulouse, il y a eu une affaire en 2006 pour ceux qui était le cas du professeur Redeker, qui est d'ailleurs toujours depuis sous protection policière, parce que dans une tribune publiée dans le Figaro à l'époque, il dénonçait les dangers de l'islamisme, et donc du coup, il a eu des menaces de mort. Bon, bref, tout ça pour dire que c'est une technique assez récurrente. Pour délégitimer, il faut dire que la personne s'exprime en fonction de quelque chose de complètement irrationnel. Vous voyez, si vous êtes transphobe, homophobe, c'est-à-dire que vous réagissez par rapport à la peur. Votre discours, il n'est pas construit. Vous êtes quelqu'un qui finalement a un discours passionnel. Alors que finalement, votre adversaire
Et c'est en ça qu'il aura gagné. Lui, il aura la posture de l'homme rationnel, raisonnable. Et c'est à mon avis la première chose qui contribue à délégitimer les personnes. C'est-à-dire que vous dites que la personne a des positions controversées parce que vous-même, vous n'êtes pas d'accord. Et il serait plus honnête de dire, je ne suis pas d'accord avec les positions d'un tel ou une telle. Et donc là, après, quand on n'est pas d'accord, on peut discuter. Mais vous voyez, il y a une manière, je pense, et c'est là où on voit un peu une clé de ce qu'il faut appeler un peu un totalitarisme intellectuel. Hein. C'est-à-dire, on commence par délégitimer la position de l'adversaire pour dire, de toute façon, il ne parle pas en vertu d'un langage rationnel, raisonnable, il parle sous l'effet d'une peur. Puis une fois que vous l'avez délégitimé, vous laissez l'agitation se faire contre la venue de sa conférence. Et là, après, vous faites comme Pilate. Vous lavez les mains, vous dites « Ah, je ne peux plus garantir la sécurité ». En fait, vous pouvez très bien garantir la sécurité. Pour garantir la sécurité, normalement, l'université, c'est un lieu où on peut s'exprimer librement, et il n'est pas du tout normal qu'il y ait des trublions qui puissent faire régner la terreur. Vous voyez, et on peut très bien, quand on veut, on peut très bien faire régner la sécurité. Donc en fait, on s'abrite derrière ça pour mettre, si vous voulez, ne plus entendre une parole dissidente. Et ça, je crois que c'est très très grave. Donc c'est la première forme d'entrave à la liberté d'expression. Elle ne résulte pas d'une loi, elle résulte simplement d'intimidation, de menaces, et puis d'une manière de délégitimer le discours de celui que vous voulez combattre. Vous voyez, et donc je crois qu'il faut faire très attention à ça. La première bataille, et à mon avis celle du langage, il ne faut pas jamais accepter d'être en dehors du cercle de la raison. Vous voyez, c'est-à-dire que on vous dit que vous avez une position qui n'est pas rationnelle, qui n'est pas du tout construite, et que en face, eux revendiquent le monopole de la raison, de la science aussi. Par exemple, je ne sais pas si vous faites attention, beaucoup vont par exemple dans ce domaine-là, j'ai cité le domaine des questions sociétales parce que c'est un domaine où la liberté d'expression est le plus attaquée, mais dans ce domaine-là, on vous dira il y a des études scientifiques qui montrent que la transphobie, le transsexualisme ne comporte aucun effet secondaire. Donc ils vont revendiquer le monopole de la science et vous renvoyer sur des peurs, des haines, des phobies. Voilà. Et donc, je pense que la première chose à faire là-dessus, c'est de refuser ça, c'est-à-dire de ne pas se laisser enfermer dans une position qui est déjà celle du perdant, vous voyez, parce que la position qui consiste à penser que un adolescent, pour reprendre cet exemple, c'est oui, bien sûr, à l'adolescence, c'est jamais une période facile d'être adolescent, et donc ça peut arriver qu'on ait de pas très bien, de pas être bien dans sa peau. Alors voilà, après, la question c'est qu'est-ce qu'on fait avec. Et je ne crois pas que ça soit du tout une position totalement irrationnelle et contraire à la nature et susceptible de se rattacher à une quelconque phobie, de se dire qu'il faut accompagner l'adolescent d'une autre manière que lui dire prends des hormones et tu changeras de sexe, et l'état civil ratifiera ça et tu pourras t'appeler Josiane après t'être appelé Michael. Bon, eh bien voilà, ça déjà vraiment ne pas se faire exclure de la rationalité et ne pas se laisser enfermer dans un propos qui serait considéré comme irrationnel. Alors, après, la deuxième restriction à la liberté d'expression, elle provient pour le coup de lois. Et je crois que le précédent quinquennat d'Emmanuel Macron a battu des records à ce sujet, puisque vous avez 2 lois qui ont été prises, dont l'une qui a été en partie censurée par le Conseil constitutionnel. Donc la première, c'est la loi anti-fake news. Alors vous remarquerez en plus qu'on ne parle même plus français dans ces lois. Donc la loi contre la diffusion de fausses nouvelles, qui a été prise parce que Emmanuel Macron estimait avoir été victime lui-même de fake news durant la campagne présidentielle de 2017. Et donc, il estimait qu'il était important de faire voter une loi pour interdire l'influence d'États étrangers
dans les scrutins nationaux. C'était la Russie principalement qui était visée à travers deux médias, Russia Today et Sputnik, qui sont deux médias en ligne qui maintenant ne diffusent plus dans l'Union européenne. Et donc, et de fait, ils avaient diffusé des informations qui étaient fausses. De fait, une loi est passée et aujourd'hui, donc c'est une loi qui a été votée en décembre 2018 et pendant les 3 mois qui précèdent un scrutin national, eh bien, n'importe qui, y compris les pouvoirs publics, peuvent intenter une action en référé pour interrompre la publication. La diffusion d'une publication qui est manifestement fausse, massivement diffusée de nature artificielle. Vous savez, vous créez des comptes Twitter ou Facebook comme ça, vous faites tourner des robots pour faire circuler de l'information, et qui est de nature à troubler la paix publique ou la sincérité d'un scrutin. Bon, c'est évident que si, par exemple, vous avez des médias qui annonçaient que le perdant d'une élection est le vainqueur, eh bien, on comprend que ça trouble la sincérité du scrutin. Et donc, en soi, tout ça est normal. Mais sauf que tout ça existe déjà dans le code électoral et qu'il n'y avait pas besoin d'une loi. Il y avait déjà un article qui sanctionnait la diffusion de fausses nouvelles. Donc, pourquoi faire passer une nouvelle loi? Eh bien, parce que, en fait, Emmanuel Macron voulait que les réseaux sociaux, parce que c'était ça qui était principalement visé, mettent en place des dispositifs permettant de lutter contre la diffusion de ces fausses nouvelles. Et il voulait même aller plus loin, il voulait qu'il y ait des dispositifs qui punissent les réseaux sociaux, leur infligent des amendes si ils ne mettaient pas en place ces dispositifs pour empêcher les fausses nouvelles de se répandre. Alors, ça veut dire finalement qu'on déplace le problème et qu'on demande aux réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, de se faire eux-mêmes les censeurs de l'information. Et c'est ce qui est arrivé après, et donc c'est la deuxième loi, parce que Emmanuel Macron n'est pas allé jusque-là dans sa première loi, et la deuxième loi, c'est la loi sur les discours de haine. Et donc, vous savez que l'enfer est pavé de toutes les bonnes intentions, et effectivement, il y avait un vide juridique face à l'explosion d'Internet et notamment des réseaux sociaux, où effectivement c'est un sacré défouloir, les réseaux sociaux, et surtout les pires propos peuvent s'exprimer sous couvert d'anonymat, et les propos d'ailleurs sont d'autant plus acérés et quelquefois violents qu'ils sont publiés de manière anonyme. Et donc, Emmanuel Macron a fait voter par le biais de Laetitia Avia en 2020 une loi dont le but est d'obliger les réseaux sociaux à censurer les propos haineux sous 24 heures, sous peine d'amende. Donc là, on y arrive, et donc les pouvoirs publics mettent la pression, et vous avez 24 heures quand vous êtes à la tête de Twitter ou de Facebook ou de LinkedIn ou d'Instagram. Enfin, Instagram, il n'y a que des images. Mais vous avez 24 heures pour supprimer tout contenu qui peut apparaître comme haineux, sous peine de lourdes amendes. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un propos haineux? Est-ce qu'on peut définir juridiquement la haine? Parce que c'est ça en fait. La haine, c'est un sentiment. Alors, vous avez déjà, on l'a dit, je vous ai parlé au tout début de la loi de 1880 qui punit la diffamation, l'insulte, la provocation, l'outrage. Voilà, ça, c'est tout ce qu'il y a de plus normal. Après, en 1972, ça a été élargi au délit d'incitation à la haine raciale. Et ensuite, effectivement, on a voulu l'élargir avec la haine, les propos haineux. Mais qu'est-ce qui est haineux? Et c'est là où finalement, on se rend compte que pour certaines associations, pour certains lobbies, tout est potentiellement susceptible de véhiculer de la haine. Il y a des gens qui, visiblement, ont un penchant à être victimes de haine qui est débordant d'imagination. Et donc, vous voyez bien le risque qu'il y a derrière le fait de censurer les discours de haine quand vous ne pouvez pas avoir de définition juridique précise de la haine et
vous voyez, la diffamation, c'est très précis. La diffamation, c'est porter à l'atteinte à l'honneur d'une personne. Si je diffame quelqu'un, c'est normal qu'on puisse porter plainte. Il y a la 17e chambre correctionnelle pour ça. Mais par contre, qu'est-ce qu'un propos de haine? Si par exemple, je ne sais pas, si je dis que, là je pense à la tribune de Robert Redeker dans le Figaro en 2006. Alors il avait un style qui était assez vindicatif, mais effectivement il parlait de ce que Mahomet avait eu une relation avec une enfant, Aïcha, de 9 ans. Bon, voilà. Le fait de dire ça, est-ce que c'est un propos de haine? Est-ce que c'est un fait? Voilà. Et donc, comment vous l'appréciez? Et puis surtout, qui l'apprécie? Et ça, c'est le deuxième problème, c'est que, et c'est là où la loi s'est faite censurer par le Conseil constitutionnel, c'est que si encore c'était à la justice de l'apprécier. Bon, on peut avoir des avis différents ou divergents sur la justice, mais en tout cas, il est en général de son ressort à elle d'apprécier la matérialité des faits et la constitution d'une infraction. A priori, c'est au juge de le faire. Mais là, dans le scénario imaginé par Emmanuel Macron en 2020, il s'agissait non pas à la justice, mais aux réseaux sociaux. Donc, en fait, l'idée, c'était que la personne anonyme que personne ne connaît et qui est derrière son écran et qui est embauchée par Twitter ou par Facebook, eh bien, se dise « Ouh là là, là, je vais récolter une amende », donc elle supprime toutes les vidéos qui puissent déplaire à certains lobbies. Vous voyez, et donc du coup, il y avait une menace énorme sur la liberté d'expression, et le Conseil constitutionnel a été saisi de cette loi. Et heureusement, son dispositif le plus dangereux, c'est-à-dire celui qui concerne donc l'obligation pour les réseaux sociaux de censurer tous les discours de haine, a été supprimé. Donc c'est bien, mais vous voyez que on est quand même, on a dû quand même se battre jusqu'au bout pour ne pas arriver à être victime d'une censure qui serait même pas une censure judiciaire, mais une censure par des institutions privées. Alors, avec cette diffusion de cette loi anti-fake news, cette loi contre les discours de haine, est apparue aussi une troisième chose, c'est les opérations de fact-checking. Alors désolé, parce que maintenant tout ça, on devrait dire des opérations de vérification des faits, mais on appelle ça le fact-checking. Et donc ces opérations, eh bien c'est simple, ça consiste, maintenant c'est la grande mode dans tous les médias, eh bien vous avez par exemple un homme politique ou un journaliste qui avance des faits avec des chiffres. Bon, voilà, en disant il y a, je sais pas, X millions d'euros de fraude aux allocations, ou de fraude à l'URSSAF, de fraude à la Sécu. Bon. Eh bien, maintenant, les services, tous les journaux, tous les médias et les télés ont des services de fact-checking qui disent ah, mais telle personne, oui, a eu raison de dire tel chiffre, il est bon. Par contre, telle personne qui s'est exprimée en disant qu'il y avait 5 millions d'étrangers en France, ah, c'est faux. Voilà. Donc, ce sont des médias qui décernent les bons points et les mauvais points. Voilà. Et donc, ce qui est dangereux, c'est que, en fait, on prétend être en surplomb du débat médiatique, délivrer les bons points, les mauvais points, être guidé par le seul souci de la vérité, alors qu'en pratique, comme toute information, le fact-checking est lui-même orienté. Donc maintenant, ce qu'il faudrait, c'est fact-checker les fact-checkers. Voyez, mais du coup, c'est sans fin. C'est sans fin. Et le problème, c'est que en soi, c'est normal qu'il y ait une bataille d'opinion. C'est même, je pense, le principe du journalisme. Ce qui est biaisé, c'est quand, en fait, on prétend être indépendant et neutre et juste arbitrer et donner les bons points et les mauvais points. Parce que les chiffres, on sait très bien que les chiffres sont jamais neutres.
et que vous connaissez la grande histoire de François Hollande pour faire changer la courbe du chômage, c'est que dans les différentes catégories, entre les chômeurs des catégories A, B, C et D, eh bien, il faisait ventiler les différentes catégories. Il disait, ah, voilà, les statistiques, tous les mois, la catégorie A, elle a diminué. Bah oui, il suffit les chiffres, ça se trafique. Voilà. Mais quelque part, j'allais dire, c'est normal. Les chiffres, de toute façon, ils sont ce qu'on en fait aussi. Et dans quel récit on les inscrit. Vous voyez, l'information, elle n'est jamais neutre. L'information n'est jamais neutre. Déjà, elle n'est jamais neutre du simple fait qu'on en parle. C'est-à-dire, le premier choix, ça j'y reviendrai après, c'est de quelle information parlez-vous. Et c'est déjà, ce n'est déjà pas neutre de parler de telle information ou de ne pas en parler. De parler d'une information très grave comme d'un fait divers, ou bien de parler d'un fait divers comme une information très importante. Donc il y a déjà le fait de parler ou de ne pas parler d'une information, la place que vous lui accordez, et puis le récit dans lequel vous l'inscrivez. Et c'est vrai que tout ça donne une coloration à l'information. Mais encore une fois, c'est normal. C'est normal. Et puis c'est normal qu'il y ait des avis qui soient divergents. C'est pas ça qui est mauvais. Ce qui est mauvais, et là je pointe en particulier un quotidien du soir, c'est que c'est la prétention à vouloir être extérieur à l'information en disant non, nous on ne fait pas de journalisme d'opinion, nous on est neutre, on est un journalisme institutionnel et on ne fait que dire des choses sérieuses et on n'a pas d'avis. En fait, quand on dit qu'on n'a pas d'avis, c'est souvent qu'on en a un, mais qu'on ne veut pas avouer. Voilà. Donc vous voyez, c'est mieux vaut, moi je préfère quelqu'un même qui a l'avis opposé au mien, mais qui ne se cache pas derrière des prérequis. Vous voyez. Donc les opérations de fact-checking souvent manquent d'honnêteté intellectuelle. Et alors enfin, et je vois l'heure qui tourne, enfin il y a ces épisodes, alors on pourra y revenir, mais de lynchage médiatique qui sont de plus en plus fréquents. Alors un exemple, parce que moi il m'a marqué, il s'est produit outre-Manche, J.K. Rowling, l'auteur d'Harry Potter, qui est quand même une personne, une sommité du monde des lettres, et elle a eu cette brave dame a eu le malheur de dire que la binarité des sexes ne devait pas être abandonnée au profit de la théorie du genre. Puis à un moment, elle a eu un tweet ironique parce qu'elle se moquait de la manière dont les LGBT parlaient des femmes. Et parce que maintenant, il ne faut plus dire femme, il faut dire personne à menstruation. Donc ici, dans cette assemblée, il y a des personnes à menstruation. Je pense que vous serez ravis d'apprendre ce langage très fleuri. Voilà. Et donc c'est les woke qui vous qualifient ainsi comme ça, mesdames. Et donc du coup, elle, dans un tweet, dit, mais comment on appelle ça déjà, les personnes de menstruation? Il n'y avait pas un mot avant? Ah, je crois que ça s'appelait femme. Bon. Et bien rien que d'avoir tweeté ça, elle a reçu mais un lynchage en bonne et due forme. Elle devait être invitée par la chaîne HBO aux 20 ans d'Harry Potter. C'est elle qui a eu le plus d'audience sur cette chaîne. Elle n'a pas été invitée. Les salariés d'Hachette à Londres ont refusé de travailler sur un de ses romans. Donc voyez où on en est. Et donc c'est très intéressant parce que c'est un système de lynchage obligatoire. C'est-à-dire que celui qui ne dénonce pas J.K. Rowling est accusé de soutenir la transphobie et donc d'être transphobe. Et donc du coup, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a des systèmes de surenchère. C'est comme par exemple dans une rédaction, si par exemple il y a un propos qui est conçu comme à tort ou à raison, peu importe, comme un dérapage, eh bien, on demande à chacun, enfin, personne ne demande, mais il y a un phénomène d'auto-persuasion, et donc il faut s'indigner. Et celui qui ne s'indigne pas, eh bien, c'est qu'en fait, il est d'accord. Voyez, et moi, ça me fait toujours penser à un épisode historique, parce que j'aime bien l'histoire, et donc, vous savez comment le chancelier d'Angleterre, Thomas More, a été persécuté. Et comment il est mort? Il est mort parce que, en fait, le roi Henri VIII d'Angleterre, au XVIe siècle,
voulait se remarier avec sa concubine, Anne Boleyn, alors qu'il était marié en juste noces avec Catherine d'Aragon, et donc lui, en tant que chancelier, n'approuvait pas le remariage. Et donc il n'était pas allé féliciter le roi. Et le roi voulait que tout le monde le félicite, tous les courtisans le félicitent, et celui qui n'est pas allé le féliciter, eh bien, en fait, a fini sur le bûcher. Et bien, là, c'est pareil. C'est-à-dire que, et c'est là, c'est en ça que vous voyez qu'il y a un mécanisme totalitaire. C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas simplement de partager le... On ne vous demande pas, si vous voulez, de rien dire si vous n'êtes pas d'accord avec un propos, mais on vous demande de vous indigner. Vous voyez, on vous demande à chaque fois qu'il y a un propos qui est considéré comme un dérapage, de monter au créneau. Et si vous ne montez pas au créneau, bah, ça veut dire, on interprète votre silence, ça veut dire que vous êtes d'accord. Et, vous voyez, et ça, par exemple, dans les rédactions, à l'université, quand par exemple il y a un système de lynchage collectif d'un prof qui, encore une fois, à tort ou à raison, a pu avoir une phrase qui est interprétée comme s'il laisse à penser que, voilà, et ben, tout le monde est monté et appelé à monter au créneau, et si vous ne montez pas au créneau, eh bien, c'est que déjà, vous ne seriez pas un peu d'accord, vous, hein, là-bas, qui dites rien. Vous voyez, c'est ça. Alors, du coup, vous voyez, là j'en ai fini avec, et je vais aller plus vite sur la deuxième partie, j'en ai fini avec cette première partie où j'ai essayé de vous montrer à travers différents exemples, que ce soit des lois ou des exemples tirés de l'opinion publique, qu'en fait la liberté d'expression qui est revendiquée haut et fort est en train de s'amenuiser, et en train d'être de plus en plus restreinte, et je crois qu'il faut prendre conscience de ce qui nous attend, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des conférences qui ne peuvent plus avoir lieu, il y a des propos qui, qui ne sont plus dits, il y a énormément de gens qui s'autocensurent, et alors même que, en parallèle, je vous le disais, 11 janvier 2015, grande banderole, nous sommes tous Charlie. Alors, comment expliquer ce paradoxe? Et puis, surtout, faut-il être Charlie? Donc ça, c'est ma deuxième partie. Faut-il être Charlie? Est-ce que finalement, il est bon de proclamer une liberté d'expression qui est absolue, sauf pour certains. Mais bon, en tout cas, prenons le dogme comme il est, c'est-à-dire le dogme d'une liberté d'expression absolue, et analysons-le. Est-ce que finalement c'est un principe qui doit être retenu? Alors, d'abord, un bref aperçu philosophique. Quand l'attentat a été perpétré contre Charlie Hebdo en janvier 2015, effectivement, ça a fait l'effet d'un électrochoc dans l'opinion publique. Effectivement, ce sont des journalistes qui ont été assassinés en raison de dessins qu'ils avaient publiés quelques années auparavant. Et on ne mérite pas, c'est évident, de mourir pour des dessins, quelle que soit la nature de ces dessins. C'est évident. Mais à cette occasion, il y a eu beaucoup de tribunes qui ont été publiées, appelant à une liberté d'expression absolue. Et puis, dans le lot, moi j'avais trouvé un propos très intéressant sous la plume du philosophe Rémi Brague, qui justement, lui, considérait et déplorait que la liberté d'expression devenait une fin en soi. Alors que finalement, la liberté d'expression, c'est qu'un moyen. C'est un moyen très noble. Mais tout dépend ce qu'on en fait. C'est un moyen, c'est un usage. Et je le cite, alors voilà ce qu'il disait au lendemain de l'affaire Charlie. De manière générale, je dirais que défendre la liberté d'expression est un très noble devoir. Mais j'aimerais demander ce que l'on tient tellement à exprimer et souhaiter, que l'on essaie vraiment d'avoir quelque chose à dire. Si la liberté d'expression sert à nous chier dans la cervelle, passez-moi l'expression, mérite-t-elle qu'on se donne tant de peine pour elle? Et bien sûr, il avait en tête certains dessins de Charlie Hebdo. Et c'est vrai que finalement, il faut faire un tout petit détour par la philosophie et se dire que la liberté, pour les anciens, c'était une liberté qui était orientée. C'est-à-dire une liberté qui avait un objectif et un terme qui en était l'accomplissement nécessaire, c'est-à-dire la recherche de la vérité. Certes, on était libre, mais la liberté n'est pas
la liberté de tourner en rond en disant je suis libre, je peux faire ce que je veux, mais la liberté, tant au niveau personnel que sur le plan social et politique, c'était par le libre arbitre la possibilité de s'acheminer sans contrainte, certes, vers une liberté, une vérité qui, à son tour, illumine la liberté dans un cercle vertueux. Vous savez, c'est la fameuse phrase de l'Évangile, la vérité vous rendra libre. Donc il faut être libre pour s'acheminer vers la vérité, et la vérité, ensuite, vous rend encore plus libre. Et c'est ce que disait aussi le cardinal Ratzinger dans la revue Communio en 1999. La liberté, pour ne pas conduire au mensonge et à l'autodestruction, doit s'orienter vers la vérité, c'est-à-dire vers ce que nous sommes véritablement. Vous voyez, donc la liberté, elle n'est jamais un libre arbitre qui tourne sur lui-même. Et ça, c'est la liberté des modernes, effectivement, qui se glorifie dans un choix infini des possibles. Vous savez, c'est la liberté de choisir tout et le contraire de tout, dans une indétermination qui est le critère même de cette liberté. Et dans ce contexte, l'homme est libre de tout choisir sans aucune contrainte de quelque ordre que ce soit, mais sans direction. Vous voyez, c'est très bien de ne pas avoir de contraintes, mais encore faut-il avoir une direction. Et il faut s'acheminer librement vers la liberté. Si, pour prendre un dessin, une image parlante, l'homme libre qui s'achemine vers la vérité, il est à un point A, on lui dit si tu vas vers le point B, ça sera une voie de bonheur. Le point C et le point D, tu n'y trouveras que tu ne trouveras pas ton bonheur, tu trouveras ton malheur. Après, tu es libre de choisir déjà les épines et les ronces ou bien la clairière, et puis après, tu es libre du chemin que tu prends pour rejoindre ce point B qui est un point d'épanouissement. Et donc ça, c'est la liberté des anciens, une liberté orientée. Et la liberté des modernes, effectivement, c'est un peu l'enfant qui tourne et qui tourne en rond et qui dit je peux choisir tous les chemins, donc je suis libre. Et donc, vous voyez, il jouit de cette indétermination en disant je suis libre, je peux aller là, 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 mais sans s'interroger sur la finalité. Vous voyez, c'est ce que disait Bernanos dans un essai qui s'intitule La liberté, pourquoi faire. Voilà. Et c'est exactement ce que dit le philosophe Rémi Brague quand il critique l'esprit Charlie, c'est que la liberté d'expression, c'est un moyen, mais ce n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que si le simple fait d'être libre, c'est juste de pouvoir dire tout et son contraire, eh bien en fait, je ne suis pas sûr que vous soyez vraiment libre. L'esprit Charlie est puéril en ce qu'il consiste à se glorifier d'une possibilité de pouvoir exprimer tout et son contraire sans s'interroger sur la qualité de ce qu'on exprime, sans s'interroger sur la beauté d'un dessin, par exemple, si on parle d'un dessin, ou la vérité d'une idée. Donc déjà, je voulais vous attirer votre attention là-dessus, sur la liberté d'expression et par rapport à l'esprit Charlie. Ensuite, je pense qu'il y a une deuxième notion qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que je vous disais en introduction, peut-on rire de tout, à tout moment, en toutes circonstances? Eh bien, je vous dirais non. Pourquoi non? Eh bien parce qu'il y a quelque chose qui nous réunit tous ici, qui nous est tous commun, c'est que nous allons un jour mourir. Et que dans ce contexte, la condition humaine est tragique. Et devant la mort, devant ce qui peut être tragique dans l'existence, le rire, la satire est déplacée. Et en tout cas, il y a des événements qui sont, maintenant si je prends au niveau de la vie des nations, il y a des événements qui sont sacrés, parce qu'ils renvoient au caractère tragique de la condition humaine, ainsi qu'à la mémoire collective qui en découle. Par exemple, tous ceux qui ont versé leur sang pour la patrie. C'est pour ça que, par exemple, lorsque Daniel Cohn-Bendit, le petit étudiant rouquin de mai 68, était allé uriner sur la tombe du soldat inconnu en disant « Ah, mais c'est un geste d'art », eh bien non, l'art ne peut pas s'affranchir de respecter la dimension sacrée de l'être humain, notamment de ceux qui ont donné leur vie pour que aujourd'hui nous soyons libres. Vous voyez, et donc pareil, il y avait eu un concours de photographie organisé par la FNAC de Nice dans les années 2010, je crois,
Et puis finalement, le prix avait été remporté par un homme qui souillait d'excréments le drapeau français. Voilà. Quand on sait qu'il y a des gens qui sont morts pour la France et qui continuent à mourir sur le théâtre d'opérations extérieures aujourd'hui, eh bien, c'est quelque chose qui n'est pas admissible. Donc, je pense que la liberté d'expression, il faut vraiment la juger à l'aune de ce qui est sacré. Alors, vous allez me dire, ce qui est sacré, on n'est plus dans un contexte chrétien et effectivement, on n'est plus comme sous l'Ancien Régime où il y avait un délit de blasphème qui faisait partie du droit public français. Certes, mais il n'empêche que pour beaucoup de personnes, l'évocation de Dieu reste quelque chose de sacré. Il y a des personnes qui donnent leur vie à Dieu, il y a 2 prêtres dans la salle, et donc normalement dans la vie d'une nation, on devrait comprendre, et là je me parle d'un point de vue, je parle pas d'un point de vue catholique, hein, je parle d'un point de vue citoyen. Même si vous n'êtes pas croyant, si vous ne croyez à rien, le simple fait que vous dites qu'il y a des gens qui ont donné leur vie pour Jésus-Christ, si vous ne croyez pas du tout à Jésus-Christ, vous en tenez compte dans le débat public. Il y avait une très belle tribune, donc là je ne veux pas dépasser trop le temps, donc je pourrais vous en parler, mais une très belle tribune qui a été publiée par tout un collectif à l'initiative de François-Xavier Bellamy, à l'occasion, vous savez, de ces 2 pièces de théâtre qui s'appelaient Sur le concept du visage de Dieu et Golgotha Picnic en 2011. Alors, je ne les ai pas vues, mais il y en a une des 2 qui était réellement offensante et surtout bêtement offensante, c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas de trame, il n'y a même pas d'idée. Vous voyez, à la rigueur, on conçoit qu'il puisse avoir des images choquantes, mais dans un récit. Si vous racontez l'image de, je sais pas, enfin, si un récit SS qui brûle des églises et qui persécute des séminaristes dans des camps de concentration, vous pouvez voir des crucifix arrachés, et vous pouvez mettre en scène ça, mais ça s'inscrit dans un récit. Là, en fait, il n'y avait pas vraiment de récit, en tout cas dans l'une des 2 pièces, et donc c'était vraiment une volonté bête et méchante de s'en prendre à ce qui est pourtant le plus sacré, en tout cas pour un certain nombre de concitoyens. Et cette tribune avait dit à juste titre que l'art contemporain ne pouvait absolument pas fuir sa responsabilité, la nier ou s'en affranchir au nom de la revendication d'une liberté absolue. Et refuser toute perspective de foi ne peut dispenser l'artiste de comprendre que pour un chrétien, le Fils de Dieu n'est pas un concept, c'est un ami, un frère, c'est l'amour de toute une vie, etc. etc. Donc vous voyez, alors après, vous allez me dire, est-ce qu'il faut des lois pour ça? Eh bien là-dessus, c'est une question d'opportunité, moi j'ai vraiment évolué sur la question, je vous dirais que non. Je vous dirais que non, parce que, en fait, si vous commencez à avoir des lois pour censurer des pièces qui, sous couvert d'art, blessent les confessions, blessent les sentiments chrétiens, et bien en fait, comme on est dans un régime laïque, il faudra des lois beaucoup plus globales qui engloberont toutes les religions et qui seront des lois qui seront liberticides et qui ne pourront plus nous permettre de nous exprimer librement. Donc je pense que, et ça fera la transition sur ma 3e partie qui est que faire, mais que j'aborderai juste en guise de conclusion. Que faire dans le paysage actuel? Eh bien, je dirais d'abord que, vous voyez, faut, par rapport à la fois ce que je vous ai cité, à une restriction de la liberté d'expression, et en même temps une prétention à une liberté totale sur un plan philosophique, eh bien, il faut, je crois, revendiquer cette liberté pour ne pas qu'elle nous soit ôtée. Et c'est très important parce que vous savez que même, alors là cette fois je me place d'un point de vue catholique, l'Église a évolué sur cette question. Si ça vous intéresse, vous avez préparé des extraits de l'encyclique de Grégoire XVI en 1832
condamnant la liberté de la presse, cette infâme liberté qui est une insulte. Alors ça va très très loin. Tout simplement, il faut remettre les choses dans leur contexte. On était après la Révolution française et tous les libelles qui sortaient dans les années 1820-1830 venaient de voltairiens qui blasphémaient à longueur de caricatures, et l'Église qui à l'époque à travers des régimes qui étaient des régimes officiellement chrétiens, tenait les institutions, eh bien, voulait faire en sorte de limiter la propagation du mal. Aujourd'hui, les choses sont complètement différentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus dans des sociétés chrétiennes, on est dans des sociétés qui sont totalement archipélisées, en tout cas qui n'ont plus de socle commun. Et je crois que le but des chrétiens, c'est de revendiquer une liberté pour pouvoir continuer à dire ce que nous avons à dire et à être fidèle à la parole du Christ, premièrement, et deuxièmement aussi essayer de retrouver un peu de ce nous commun, de ce sacré commun. Vous savez que on dit souvent, il y a un grand penseur que j'aime bien, William Cavanaugh, qui dit que en fait le mouvement de sécularisation, c'est le passage du sacré, de la sphère religieuse à la sphère profane. C'est-à-dire qu'il y a toujours un sacré dans la société. La société qui dit avoir abandonné le sacré avec la Révolution française, en fait c'est faux. Mais ce sacré a évolué. Avant c'était la vérité religieuse qui était sacrée, et effectivement vous aviez des gens comme le chevalier de la Barre qui étaient pendus parce qu'ils avaient blasphémé, enfin écartelés je crois. En revanche, aujourd'hui, il y a d'autres vérités qui sont sacrées. Simplement, ces vérités, elles sont profanes. Mais toute société s'appuie sur un socle commun de choses qui considèrent comme étant sacrées. Alors aujourd'hui, vous ne serez pas écartelé comme Damiens en 1757 ou comme le chevalier de la Barre, mais vous serez voué aux gémonies, vous perdrez peut-être votre emploi, ou on vous dira que vous avez des idées nauséabondes, vous serez relégué, lynché médiatiquement, etc. Vous voyez, c'est une manière c'est l'écartèlement moderne. Bon. Mais je crois que par rapport à ça, il faut essayer, nous, de retrouver ce qui fait le sens du collectif, ce sur quoi on peut unir tout le monde. Et je crois déjà que, par exemple, le fait de dire qu'on est tous des héritiers d'une mémoire tragique, la mémoire de la Grande Guerre, parce qu'on en parlait, et que justement on doit honorer ces morts, on doit honorer tous ceux qui ont construit la civilisation dont nous sommes les héritiers, eh bien c'est déjà quelque chose à partir duquel on peut se rassembler et donc se dire on peut parler de tout et rire, se moquer de tout, sauf de ça, vous voyez, et petit à petit essayer de reconstruire ce fond sacré. Et d'ailleurs à l'époque, je me rappelle, au moment où il y avait ce fameux artiste entre guillemets qui avait jugé intéressant de se torcher avec le drapeau français, eh bien il y avait une loi qui avait été passée pour dire non, il y a des choses qui ne sont pas admissibles. Donc, vous voyez, c'est possible en soi. Et donc, je pense qu'il faut retrouver ce fond commun, de la même façon qu'on se moque pas des personnes. Vous voyez, ça c'est le droit l'a pris en compte, c'est la diffamation. Mais on se moque pas non plus de ce qui fait le plus sacré, de ce qui est le plus sacré au sein d'une nation. Et on se moque pas aussi de ce que certains, de la manière dont certains individus ont voué leur vie pour le Christ, sachant qu'en plus la religion chrétienne est quand même une religion historiquement majoritaire dans le paysage français. Donc voilà, je pense que c'est des choses où on peut, mais je pense qu'il faut pas le faire par exemple par le biais de la loi, parce que sinon, dans le contexte actuel, ce sont des contraintes qui se retourneront contre nous. Il faut le faire par le biais de la pédagogie, expliquer que c'est pas parce qu'une chose est légale qu'elle est opportune. Voilà. Et comme ça, je pense qu'on pourra peut-être essayer de retrouver un minimum de décence, vous voyez, dans la liberté d'expression, même si après, moi j'aime bien finalement aussi utiliser la tradition d'irrévérence française, mais contre le nouveau clergé. Vous savez, le nouveau clergé, c'est pas le clergé qui est au fond, mais c'est le clergé qui enseigne le décalogue républicain. Et moi, j'aime bien finalement être un peu enfin moi, pas moi, mais philosophiquement, j'aime bien me dire que peut-être que les rôles sont inversés et que nous, on est les Calas et les Sirven et les blasphémateurs du décalogue
décalogue républicain. Voilà, vous savez, on tourne un peu les choses. Après tout, chacun à son tour. Hein. Bon, donc voilà, tout en gardant, je le précise bien, une certaine décence, parce que c'est pas parce que vous êtes dans la critique que vous êtes dans l'outrance. Voilà. Donc c'est toute une manière de faire en sorte que vous pouvez vous attaquer aux idées, mais jamais aux personnes. Et cette distinction, je crois, elle est vraiment importante à maintenir. Bon, et dans la liberté d'expression, c'est ce qui doit nous guider. Voilà, j'ai trop parlé, désolé, et s'il y a des questions, je serai ravi d'y répondre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et du coup, des questions? Il y a un mot que vous n'avez pas employé, c'est celui de liberté de penser. Pourtant, si on n'a pas de liberté d'expression, ça veut dire qu'on nous interdit la liberté de penser. Première question. Et deuxième question, comment expliquez-vous que quelques minorités, vous avez cité LGBT, mais on peut citer les écologistes aussi, quelques minorités aient la puissance d'empêcher une masse de s'exprimer et de dire sa vérité? Et comment est-il possible qu'une telle passivité subsiste? Alors, sur la liberté de penser, effectivement, je me suis plus concentré sur la liberté d'expression, vous avez tout à fait raison, elle en découle. Le docteur transhumaniste Laurent Alexandre n'a pas encore réussi à mettre au point les puces qui seront bientôt greffées sur votre cerveau pour contrôler les pensées des gens. Ça viendra un jour, mais donc toujours est-il que le domaine de la pensée est un domaine qui reste libre dans son principe, mais comme vous le savez, on est libre en principe, mais après on est sujet à tous les conditionnements divers et variés. Et donc, comment faire pour avoir une bonne liberté de penser? Eh bien, déjà, il faut savoir bien orienter sa pensée. Donc, ça veut dire que dans le paysage médiatique actuel, eh bien, il faut savoir disposer d'un certain recul par rapport à l'information. Ça, c'est évident. Et puis, ne pas avoir quand même un réflexe, un esprit critique. Je crois que c'est ça qui aide. Et puis, savoir aussi, à chaque fois, poser les termes, analyser et avoir, je crois, une ossature, un bagage anthropologique. C'est-à-dire que si on n'a pas de vision de l'homme, si on n'est pas ancré dans une vision chrétienne de l'homme et de la société, eh bien, en fait, je pense qu'on est perméable à beaucoup d'idéologies. Donc ça, c'était la première chose. Et votre deuxième question, c'était sur, oui, les lobbies, effectivement, pourquoi ils ont... donc bien sûr, il y a les écologistes, vous avez raison, bientôt, moi je pense que bientôt vous aurez des pénalités pour quand vous aurez des enfants, parce que le grand slogan maintenant, c'est de ne pas avoir d'enfants pour sauver la planète. Comme si les enfants étaient faits pour la planète et pas la planète pour les enfants. Donc voilà, donc oui, les écologistes radicaux, même si, attention, il y a une conception chrétienne de l'écologie qui est très noble, mais qui n'a rien à voir avec l'activisme écologiste radical. Et alors pourquoi ils ont un poids si grand? Ils ont le poids qu'on veut bien leur laisser donner. Alors moi, je l'explique de deux manières. D'abord parce qu'il y a il y a un phénomène de mode et de recyclage de mode. C'est-à-dire que dans les années 70, c'était vachement tendance d'être trotskiste et de distribuer l'appel du peuple aux côtés de Sartre. Voilà. Fallait être trotskiste, maoïste. Dans les années 50, c'était communiste. Dans les années 70, c'était trotskiste. Dans les années 90, il fallait être militant des droits de l'homme. Et puis, mais on se reconvertit, hein, on trouve facilement. Et puis après, aujourd'hui, il y a, comme l'humanité est en manque l'Occident est en manque d'idées, eh bien, elle est perméable à toutes les idéologies. Aujourd'hui, c'est l'écologisme radical. Donc voilà, donc ça c'est un phénomène d'engouement. Et puis après, les pouvoirs publics, finalement, se disent que tant que ça n'atteint pas, que ça reste dans des proportions raisonnables, eh bien, ça leur permet de dire que finalement, ils laissent l'opposition
parler et s'exprimer. En fait, on sait très bien que c'est des bandes d'activistes, mais il faut être très prudent parce que dans la jeunesse, c'est un courant qui est majoritaire. Si par exemple vous voyez tout ce qui est écologisme radical, mouvement Extinction Rébellion, ils recrutent dans les universités, dans les grandes écoles, y compris à Normal Sup. Enfin voilà, il y a aussi un âge pour ça, mais c'est une radicalité qui s'exprime parce qu'on veut bien la laisser s'exprimer et que de toute façon, on sait très bien que les minorités ont toujours fait l'histoire. Après, à nous de nous exprimer aussi. J'ai une question sur les lois, notamment la loi contre les discours de haine, les discours haineux. J'ai compris que ça avait été retoqué. Donc, Oui. Qu'est-ce qui reste de cette loi aujourd'hui? Est-ce qu'elle s'applique uniquement aux réseaux sociaux, mais aussi à la presse audiovisuelle, voire aux conférences? Enfin, jusqu'où ça va, quoi? Non, alors il n'en reste pas grand-chose. Il en reste un observatoire de la haine en ligne. Voilà. Alors je ne sais pas trop ce que devient cet observatoire. C'est limité aux réseaux sociaux et à tout ce qui est diffusé sur Internet. Notamment, ça permet aussi d'identifier les personnes. C'est comme ça qu'on dit que, par exemple, un tel qui a fait un tweet, ça à la rigueur, moi je suis pas contre qu'on puisse remonter sur parce qu'après tout, on doit assumer ses propos. Hein. Si on dit rien c'est trop facile de se laisser, de s'abriter derrière l'anonymat pour dire les pires insultes. Donc moi je suis pas contre qu'on puisse tout à fait aller rechercher l'identité de quelqu'un. Et c'est comme ça que très fréquemment, cette loi a permis notamment d'identifier des menaces islamistes contre, par exemple, Samuel Paty ou d'autres. Donc ça, c'est plutôt, à mon avis, une bonne chose. Après, tout le dispositif phare de la loi a été censuré, donc il n'en reste rien. Et de toute façon, pour la presse écrite, le droit avait déjà prévu ce qu'il fallait, donc ça ne change rien. J'ai deux questions. Donc la première, vous avez dit que la société est archipélisée, on dit ça, et on ne sait pas qu'il y a plus de dialogue entre il y a plus de dialogue entre les différents courants, les différentes pensées dans la société, qu'ici on est dans un archipel, dans un autre endroit, on est dans un autre... voilà. Je pense que le dialogue actuellement dans la société occidentale n'existe plus. Chacun avec sa pensée, et puis voilà. Et deux, vous avez parlé de Sputnik et Russia Today qui ont été interdits, et je voulais savoir votre opinion. D'accord. Merci. Alors, sur le premier sujet, bah oui, effectivement, il y a une... J'ai parlé d'archipélisation, enfin c'est pas moi qui a inventé ce terme, c'est Jean Fourquet, et je pense que la plus belle chose dans la vie d'un pays, c'est ce qu'on appelle la conversation civique, c'est-à-dire qu'on arrive à dépasser un peu son propre prisme et avoir des dialogues constructifs avec des personnes qui sont d'un autre avis. Je prends un exemple. Il y a eu un très bon débat, par exemple, entre François Ruffin et François-Xavier Bellamy. Vous voyez, pourtant ils viennent de bords complètement opposés, mais un débat respectueux et en même temps où chacun ne s'abrite pas derrière, ne lance pas des anathèmes, essaye de rejoindre. Et ça, c'est toute la noblesse de la disputatio médiévale et d'essayer de combattre, de dialoguer en recherchant la vérité, en s'interdisant pas les arguments. Enfin, c'est une joute oratoire, mais une joute oratoire avec les armes de la raison, et on cherche la vérité. Et donc ça, c'est tout à fait noble et c'est très beau. Et de fait, vous avez raison, ça existe de moins en moins parce qu'on a remplacé le dialogue par l'anathème, et c'est très grave. Et c'est pour ça que je vous disais en fin de conférence que je pense qu'il nous appartient à nous d'essayer de rétablir ce nous commun
ce socle commun de la société qui est la condition du dialogue. Parce que essayer de se raccrocher à un sacré qui nous est commun, c'est aussi la condition de faire vivre un pays, de faire vivre une nation, quelles que soient les différences. Et je crois que ce qui nous est demandé à nous, catholiques, c'est d'avoir cette position qui permette un vrai dialogue, parce qu'à la fois nous sommes respectueux des personnes, enfin en tout cas nous essayons de l'être, et c'est très important, et il faut toujours que ce soit la marque du chrétien dans la vie publique, dans la vie médiatique, d'être respectueux des personnes, et en même temps, nous cherchons la vérité. Donc ça, c'est la première question. Et sur la deuxième question, Sputnik et Russia Today, moi déjà, je pense que, oui, c'est vrai, ils disaient ils avaient proféré des mensonges pendant la campagne présidentielle. Est-ce que ça valait le fait de les arrêter? Non, je pense pas. Maintenant, il y a eu un autre événement qui est venu depuis, c'est la guerre en Ukraine. Et là, pour le coup, je pense que c'est pas, enfin, c'était pas tenable avec les positions de la France. Donc, de toute façon, en plus, c'est des grosses ficelles quand même. Le soft power de la Russie, c'est quand même c'est quand même quelquefois de la grosse cavalerie. Donc on voit très bien que c'est le FSB qui essaye de faire de la propagande. Enfin, donc non, moi ça me dérange pas que maintenant ils aient plus la possibilité de diffuser. Encore une question? Ah oui. Est-ce que vous ne trouvez pas que nos politiques manquent un peu de courage et de vertu, ainsi que nos journalistes? Je pense à Platon qui disait que la perversité de la cité commence avec la fraude des mots. Je vous donne un soufflet ou je vous tire une balle, on dira c'est une incivilité. Donc je voudrais que les journalistes fassent leur travail, plutôt qu'ils s'informent, plutôt que de me guider ou penser. De l'autre côté, Durkheim disait on a les gouvernants qu'on mérite. Alors, pour trouver une solution, je me rapprocherai de Pascal qui disait que toute notre dignité consiste à la pensée. C'est de là qu'il faut se relever dans de l'espace ou du temps que nous serions d'ailleurs remplir. En fait, si l'État est fort, il nous étouffe, et s'il est faible, eh bien, c'est la pagaille. Alors, le problème, c'est que vous avez raison, mais le problème c'est que l'État est à la fois fort et faible. C'est-à-dire qu'il est fort là où il devrait être faible, et il est faible là où on attendrait qu'il soit fort. Mais sur la question du journalisme, moi je crois que les journalistes souffrent avant tout d'un manque de curiosité intellectuelle et d'un grégarisme. Et ça, c'est lié à plusieurs choses. Je le dis, il ne faut pas imaginer une rédaction avec l'actionnaire qui tire les ficelles, ou Macron qui décroche son téléphone et qui dit « Ah, je veux pas que tel article paraisse ». Ça peut arriver à la marge, mais c'est pas comme ça que fonctionne la censure. La censure, la première forme d'autocensure, c'est l'autocensure du journaliste lui-même, mais de manière inconsciente. C'est-à-dire qu'on est face à des clones. Souvent, les journalistes ont été formés dans les écoles de journalisme aux techniques du journalisme, mais pas à la formation de l'esprit critique, pas aux grandes écoles de pensée, et donc pas à éclairer, pas à faire du journalisme d'opinion, premièrement. Ensuite, les journalistes manquent de temps et de moyens, ça c'est vrai. Et souvent, ils peuvent être paresseux. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est paresseux? On fait des copier-coller de dépêches AFP ou de ce qu'on va trouver sur tel ou tel site. Et comme ça, on construit un article. Et c'est pour ça que vous avez, si vous demandez, vous dites, les médias, ils manquent de courage et ils sont alignés. Mais ils sont alignés d'abord parce que tout le monde se copie et se clone. C'est tout. Les médias sont des clones parce que aussi la société a tendance, ils sont le reflet de la société. Hein. Donc, la société on a eu quand même tendance à avoir un certain lavage de cerveau et à avoir des facilités intellectuelles de ne pas pousser le débat et de penser un peu toujours la même chose. Mais les journalistes, c'est un peu pareil. Et puis, on s'interdit, si vous voulez, mais même pas par... moi, je l'ai vu sur certains plateaux, c'est même pas
par idéologie, c'est en dessous de l'idéologie, c'est par grégarisme. C'est-à-dire que, par exemple, on aborde toujours les mêmes sujets parce qu'on a toujours décidé d'aborder les mêmes sujets, parce que c'est facile et on va pas chercher à confronter. Donc ça, c'est la première source du conformisme. Après, bien sûr, il y a des gens qui investissent dans les médias, qui ont des idées derrière la tête, parce que vous savez, quand un homme d'affaires décide de racheter un média, c'est pas pour gagner de l'argent, parce qu'en général, il en perd. C'est pour gagner de l'influence. Donc oui, après, il y a des gens qui ont des stratégies derrière, mais moi, je crois que ceux qui ont le plus de stratégies, c'est même pas les journalistes, c'est les lobbies qui sont derrière les journalistes et qui invitent un jour un journaliste à bouffer, puis le journaliste est toujours très content quand on l'invite à manger, parce qu'il sait que c'est jamais lui qui va régler l'addition. C'est le principe. Et donc, du coup, bien sûr, il se fait inviter à manger, et puis à la fin, il se fait remettre un bon dossier de presse, et puis on lui écrit l'article parce qu'il est paresseux, quasiment, sans lui dire, parce qu'il est très soucieux de sa liberté. Et donc, du coup, on lui donne plein d'éléments de langage, et puis après, on attend quelques jours qu'il y ait un bon article qui soit paru. Et là, par exemple, l'Élysée fait comme ça. Quand il y a un voyage présidentiel qui est organisé au Mali, eh bien, on prend tous les journalistes de défense, on se dit, on les invite, on leur fait un bon gueuleton à l'Élysée, on les emmène dans l'avion présidentiel, alors ils sont dans le Air Force One du président, et ils peuvent discuter un peu avec lui. Au Mali, ils visitent toutes les bases militaires, et puis à la fin, on leur dit à bientôt, et puis on leur remet un bon dossier de presse, et puis on scrute un petit peu, et puis il y a un petit stagiaire qui rappelle la rédaction en disant je suis à votre disposition, hein, n'hésitez pas à me demander si vous avez des soucis pour rédiger, on est là. Voilà, bon, c'est une manière élégante de dire on attend un article. Et puis si l'article ne vient pas, la prochaine fois, il n'est pas invité. Voilà, et ce sera un autre qui ira gueuletonner à l'Élysée. Bon, c'est des choses comme ça. Donc oui, il existe encore de l'influence. Voilà. Après, des journalistes courageux, il y en a. Moi, j'en citerai un, je ne me souviens même plus de son nom, mais c'est un journaliste néerlandais. Là, il s'est mis en quête d'aller faire l'inventaire de toutes les notes de frais d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris. Et je pense qu'il est. Moi, je le soutiens parce que je trouve que c'est une très très bonne idée. Et donc, bien sûr, la mairie de Paris s'est abritée derrière un pseudo-raisonnement de la Chambre régionale des comptes pour ne pas délivrer les notes de frais du maire, et puis demander aussi les subventions aux associations. Et du coup, en fait, il a fait un recours. Il a obtenu gain de cause devant le tribunal administratif, mais la mairie de Paris a fait appel, donc maintenant on est au stade de l'appel, comme c'est très cher, il a fait une cagnotte en ligne, et donc il y a beaucoup de gens qui donnent pour financer son recours. Mais voilà, il y a des journalistes sérieux qui sont soit des lanceurs d'alerte, soit des gens qui vont vraiment chercher l'information, mais c'est vrai que c'est assez rare. Bon, on attend avec impatience les notes de frais d'Hidalgo, alors merci 1000 fois encore. Nous prions